On peut enrichir un peu le diagramme de prédominance précédent en introduisant la notion de domaine de majorité également, hein. Sur le diagramme précédent, hein, on a simplement la prédominance de A- ou de H. Donc A- est prédominant, hein, si sa concentration elle est plus grande que celle de l'acide et inversement. Une espèce elle est dite majoritaire par contre si sa concentration elle est 10 fois plus grande que l'espèce conjuguée. Donc, sur le diagramme de prédominance précédent, on va faire apparaître des zones supplémentaires, hein. Donc, c'est les zones en pointillés qui sont ici, hein. C'est des zones à pK-1, pK+1. Donc, je vous rappelle qu'on travaille, hein, avec un log à base 10, hein. Log de 10, ça fait 1. Log de 1 dixième, ça fait -1, hein. Et donc, lorsque on s'intéresse à ce diagramme un peu enrichi, on fait apparaître trois zones, en fait, hein. Si la concentration de la base A- elle est 10 fois plus grande que celle de l'acide, et bien à ce moment-là, hein, on est au-delà de pK+1. Inversement, hein, si la concentration de l'acide HA elle est 10 fois plus grande que celle de la base, et bien on est dans la zone pK-1. Si on est dans la zone centrale, ici, hein, on a HA et A- qui sont du même ordre de grandeur. Mais gardez bien à l'esprit, hein, que malgré tout, en acido-basicité, hein, si l'acide est présent, la base sera présente également, même en très faible proportion. Il y a encore une autre façon de présenter le résultat, hein. Donc on a vu qu'on pouvait, sur le diagramme de prédominance, faire apparaître des zones de majorité. Ce que l'on peut faire, hein, c'est tracer le diagramme de distribution. On peut voir ça un peu comme un diagramme de prédominance enrichi, puisque suivant la valeur du pH considéré, hein, ça va nous donner le pourcentage de l'acide et de la base dans le milieu réactionnel. Donc pour ceux qui ont été suffisamment rapide dans le dernier TP d'informatique, hein, c'est ce que l'on avait tracé, hein, quand on a mis en place la méthode du pivot de Gauss, hein. Alors, le principe du tracé est le suivant, hein. Donc, on s'intéresse ici à la réaction entre l'acide HA et la base H2O, hein, pour donner A- et H3O+. Et on peut appeler CT la concentration totale en élément A, hein. La conservation de la matière nous donne que cette concentration totale, c'est HA plus A-. Alors, ici, hein, pour aller vite, on a noté directement ça, mais ça résulte d'un tableau d'avancement, hein. Il suffit de faire un tableau d'avancement en concentration, hein. À l'état initial, on a une concentration, hein, CT, 0, et puis à l'état final, on aura CT moins l'avancement volumique, ici l'avancement volumique, et donc on retombe sur la relation qui est ici, hein. Vous pouvez essayer de l'écrire. L'intérêt, hein, d'écrire ça, c'est que si on regarde les deux expressions qui sont ici, hein, à savoir donc la conservation de la matière, le tableau d'avancement et l'expression de la constante d'acidité, on se retrouve en fin de compte avec un système de deux équations à deux inconnus, les pourcentages d'acide et les pourcentages de base. Dans le TP d'informatique sur le pivot de Gauss, hein, histoire de rendre ça un petit peu plus intéressant, on s'était intéressé à un tétraacide, hein, et donc on n'avait plus non plus deux équations à deux inconnus, mais on avait un système de 5 équations à 5 inconnus. C'était ce qui justifiait la mise en place du pivot de Gauss. Vous pourrez le regarder. Bien, quand on résout ce système de deux équations à deux inconnus, hein, c'est pas tellement ça qui m'intéresse ici, hein, on tombe sur les deux expressions qui sont ici, qui permettent en fait, hein, bien, de connaître le pourcentage d'acide et de base présentes dans le milieu en fonction donc du pH. Donc remarquez que les équations elles sont pas linéaires, hein, donc c'est un tracé numérique qui nous permet, hein, bien, de tracer ces pourcentages. Donc je vous ai mis ici, hein, deux diagrammes donc, de distribution différents. Donc le diagramme de gauche, hein, c'est celui qui correspond explicitement au calcul, hein, que je vous ai présenté ci-dessus, hein, puisqu'on a l'acide HNO2 et puis la base NO2-. Hein. Donc vous remarquez que si on se place par exemple par ici à un pH de 2,2 à peu près, hein, on a 90% d'acide HNO2 présent dans le milieu, hein, et simplement 10% de sa base conjuguée. Lorsque les deux courbes se coupent, hein, forcément, hein, on a l'acide et la base conjuguée, hein, qui possèdent le même pourcentage, hein, et donc on a pH égale pKa, hein, puisque je vous rappelle que dessus on avait écrit que pH égale pKa plus log de la concentration de la
base sur la concentration de l'acide. Et donc sur ces diagrammes de distribution, vous remarquez que c'est très simple d'avoir accès au pKa du couple. En fin de compte, il suffit de regarder l'intersection des courbes. Sur le diagramme de droite, donc là on s'intéresse à un diacide H2C2O4. Donc il y a une espèce ampholyte qui peut être mise en jeu dans ce diagramme, HC2O4-, et puis la dibase C2O4-2-. Alors bien évidemment, il faut adapter un petit peu le calcul précédent, puisque si je remonte un petit peu, on aura certes la conservation de la matière, mais on aura une première expression de constante d'acidité, Ka1, et une deuxième expression de constante d'acidité, Ka2, de manière à avoir un système de 3 équations à 3 inconnues, puisque dans le milieu, il y a ici 3 espèces. Bien, ce qui est important de remarquer, c'est que l'utilité c'est la même, à savoir si on se place par exemple à un pH qui vaut 4, donc par exemple ici, en regardant donc à cette valeur de pH particulier, on peut avoir la concentration des différentes espèces. Donc là, en l'occurrence, à peu près 65%, un peu moins de H2C2O4-. En se plaçant toujours à pH 4, donc on a donc un peu moins de 40% pour C2O4-2-. Il n'y a quasiment pas de H2C2O4 lorsqu'on est à ce pH de 4. Donc c'est de la lecture graphique pure. Bon. Même remarque que précédemment, si vous regardez l'intersection de deux courbes successives, ça vous donne rien d'autre que les valeurs de pK1 et pKa2, puisqu'à ce moment-là, on a l'acide H2O4- et la base conjuguée qui sont dans la même proportion, 50%, et donc pH égale pKa, puis pareil à ce niveau-là. On en arrive à la partie plus quantitative. Donc on donne ici juste le principe et puis après on regardera sur les petites applications ce qu'il en est. Une fois qu'on a trouvé la réaction qui se produit par l'approche qualitative à l'aide de la méthode de la réaction prépondérante, on va s'intéresser à la réaction acide-base entre deux couples. Donc là, je prends deux couples quelconques, par exemple le couple CH3COH, CH3CO- et le couple NH4+, NH3. Et donc on s'intéresse à la réaction entre, par exemple, l'acide CH3COH et la base NH3, pour donner les deux espèces conjuguées. La constante d'équilibre, si on revient à la définition, prend l'expression qui est ici. Et en utilisant donc la petite astuce suivante, on va pouvoir avoir accès facilement à la constante d'équilibre. Regardez, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par l'activité à l'équilibre de H3O+, de manière à faire apparaître deux expressions de constante d'acidité. Donc là, vous remarquez que j'ai la constante d'acidité du premier couple, CH3COH, CH3CO-, et puis là, attention, j'ai l'inverse de la constante d'acidité du couple NH4+, NH3. Et donc, lorsque je m'intéresse à la constante d'équilibre de cette réaction acide-base, en fin de compte, c'est rien d'autre que le rapport de deux constantes d'acidité. La constante d'acidité au numérateur qui correspond à l'acide utilisé en tant que réactif, et au dénominateur, la constante d'acidité de la base qui est utilisée en tant que réactif. Donc ça revient à peu près tout le temps dans les calculs. Pensez bien qu'il suffit de multiplier numérateur et dénominateur par cette activité de H3O+, c'est ce qui permet de faire apparaître le rapport de ces constantes d'acidité. Bon. Une fois qu'on a trouvé l'équation bilan de la transformation qui se produit grâce à la méthode de la réaction prépondérante, qu'on a calculé la valeur numérique de la constante d'équilibre, puisque je vous rappelle que les constantes d'acidité, c'est des valeurs tabulées, elles seront données, donc vous aurez une valeur numérique ici pour la constante d'équilibre. Ce qui reste à faire, c'est simplement déterminer l'état final associé à la transformation qui se produit. Donc au niveau de la méthode, c'est un peu toujours la même chose, ce que l'on va faire. Donc première chose, on détermine la réaction prépondérante, c'est ce que j'évoquais juste avant. Donc pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on souligne les réactifs que l'on a introduits dans le milieu réactionnel de manière à faire réagir l'acide le plus fort avec la base la plus forte. On fait le tableau d'avancement.
on calcule la constante d'équilibre, donc en utilisant la petite astuce que j'évoquais juste au-dessus. Donc on aura toujours une expression de ce type-là en fin de compte. Et après, on va déterminer l'état final en utilisant les méthodes qu'on avait mis en place au premier semestre. Donc là, je vous invite fortement à relire le chapitre sur la détermination de l'état final, suivant qu'on ait une transformation totale ou non. À savoir, si la transformation elle est totale, autrement dit que la constante d'équilibre elle est plus grande que 10 puissance 4, on va déterminer le réactif limitant. Si par contre la constante d'équilibre elle est plus petite que 10 puissance 4, à ce moment-là la transformation elle n'est pas totale, et ce qu'il faudra c'est exploiter donc, la constante d'équilibre pour trouver donc, la valeur de l'avancement final en trouvant la solution d'une équation polynomiale de degré 2, 3, tout dépend en fait de la transformation qui est mise en jeu. Donc pour faire ça, même si on va prendre un certain nombre d'exemples juste après, je vous invite fortement à relire le chapitre 2 qu'on avait fait au premier semestre.